Le jeune Marvin, toujours dans la tourmente, le lycéen devra s'expliquer sur un prétendu message de soutien au djihadisme prononcé au lendemain des attentats de Paris. Justice ou persécution, ses proches et sympathisants appellent à un élan de solidarité. Et la colère est montée d'un cran à Capesterre-Belle-Eau. Levé aux aurores, les grévistes ont érigé un barrage filtrant qui a paralysé l'ensemble de la circulation dans le sud Basse-Terre. Joël Beaugendre continue, lui, de faire la sourde oreille. Et ne vous fiez pas à son apparence, elle pique, gratte et peut même tuer. La physalie, plus connue sous le nom de galère, est un brûlant qui fréquente nos eaux. Ils ont fait preuve de créativité. Les jeunes du lycée Jardin d'Essai ont mis en scène une comédie musicale, un spectacle organisé dans le cadre de Font en Famille, un projet piloté par Raymond Thorin, la reine de la danse traditionnelle. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Justice ou persécution, c'est la question que se posent les proches et sympathisants de Marvin. Il y a 6 mois, le jeune lycéen déclarait être favorable au djihad lors d'un débat en classe. Quelques jours après les attentats de Paris, maladresse ou usage de sa liberté d'expression. En tout cas, il a été dénoncé par son professeur et est, depuis, dans le viseur de la justice. Puis poursuivi pour apologie du terrorisme, il devra se présenter demain matin devant le tribunal de Basse-Terre. Reportage Karen Diama. Les jeunes ne doivent pas accepter la condamnation de Marvin et si possible qu'ils viennent le soutenir demain au tribunal. C'est dans un cadre plutôt intimiste que s'est déroulée la conférence de soutien à Marvin, poursuivi pour apologie du terrorisme. En pleine période d'examen, il n'aura pu être présent ce matin, mais Mirlin, son cousin, avait souhaité prendre part à cet élan de solidarité. C'est important puisque, de toute façon, la solidarité, lorsqu'il y a une injustice dans ce pays-là, c'est nécessaire. Et il faut savoir que Marvin, lors d'un débat qui s'était déroulé lors des périodes où il y avait des attentats en France, à une question de son professeur qui lui demandait est-ce qu'il était pour le djihad, il a dit oui. Mais ça devait être un débat, mais qui s'est arrêté tout de suite. Donc, il a été indiqué à la gendarmerie qu'il a mis en garde à vue pendant plus d'une journée. Et il faut savoir que lors de la garde à vue, quand même, les gendarmes, sur son portable, ont vu qu'il correspondait par WhatsApp avec ses amis de football. Et puis, ils ont profité pour arrêter toute une série de jeunes sur Anse Bertrand. En fait, il n'y avait rien. C'était des jeunes qui échangeaient, qui s'exprimaient sur ce qui se passait en France, tout simplement. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on se demande justement, est-ce que les jeunes ont le droit de s'exprimer ou ne pas s'exprimer? Est-ce qu'un professeur, son rôle, c'est pas justement d'encadrer la jeunesse, d'encadrer les élèves, et au lieu de les livrer prêts et mains liés à la gendarmerie. Selon Mirlin, bien que sous pression, Marvin reste tout de même très serein quant à sa convocation devant le tribunal. C'est un jeune quand même qui a appris avec ce qui s'est passé là, comment était la justice de son pays, il a appris ça. Il est tout de même serein. Il continue à jouer, il a joué au football il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et d'ailleurs, il était proche d'un ami qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est lui qui était le plus près, justement, lors de tous les péripéties que le jeune a connues, que les jeunes ont connues suite à la mort de son ami. Et effectivement, demain, je pense que il saura effectivement faire face à cette justice, d'autant plus qu'il y a de la solidarité autour de lui. Et les agents de la mairie de Capesterre-Belle-Eau, en grève depuis 3 semaines, sont passés à l'offensive. Ils ont érigé un barrage filtrant tôt ce matin au rond-point de la Cassavrie, provoquant ainsi un blocage de la circulation dans les 2 sens. Ils ont levé le barrage aux alentours de 11 h ce matin. On écoute les explications du secrétaire général adjoint de l'UTC-UGTG devant la caméra de Dexter Moïse. Nous sommes service que nous faisons. Parce que nous avons dit qu'effectivement, que Capesterre peut circuler tout autant que nous mais qu'effectivement, il a refusé la négociation, il a refusé, nous avons dit qu'il a créé une loi du dialogue social, sans pour autant comprendre ce que ça veut dire ça. M. Beaujeune fait 10 rencontres avec nous, et à travers ces 10 rencontres-là,
il n'a pas honoré effectivement l'accord que nous mettons en place parce que nous avons 4 points d'arrêté en mois de décembre 2015 pour permettre déjà dans le premier temps que question de tarification à restaurant à la cantine pour les mamans et les papas enfants qui payent la cantine pour nous créer un prix forfaitaire. Il était signé un accord avec nous, il n'a jamais rencontré ces gens-là. Nous devons mettre en place en négociation pour permettre à ce que le régime indemnitaire et justement l'accord qui a été signé avec nous le 22 mai 2015, ça a fait déjà pratiquement presque un an pour permettre à ce que les gens qui étaient à 22 heures là, permettre à ce qu'ils reviennent à 28 heures et les autres parties pour à 35 heures. Malheureusement, revendication à la fait le 1er janvier 2016, M. Bojan Kaye et il remplaçait effectivement ces revendications-là par on audit, c'est que Ouadan en position depuis quelques années en niveau commune là, ça que M. Bojan décidé que capété rien à des trois travailleurs, ben on liste 49 moun là-dedans, que capété rien tout simplement parce que nous passons pour qui raison qu'il y a dans position comme ça et nous avons appelé dans ces 49 moun là, il y a 6 policiers municipaux et ces 6 policiers là, alors nous comptons effectivement une vague la délinquance qui ça a évolué progressivement les jeunes anti-bras la dérive si effectivement qu'il n'y a pas bien loti qui ont vu effectivement dans le cadre de ça que les bitins évolué pour eux. Nous avons dit que là on imaginer que nous posons une revendication qui a concerné l'organisation des services ou ni des questions d'hygiène de sécurité qui a posé au niveau commune là ça ou la coca font l'emploi dans service technique là ou quand on compte que non cimetière voiture là et au paquet vieux voiture monsieur qui paye près de 1500 € par voiture ni près de 20 voitures. Nous avons dit monsieur Bojan arrêtez couillon là ça et si vous son nom organiser soit qu'on vient dans notre comptable pour ça face à derrière nous parce qu'il y a une des médiateurs qui désignait la préfecture nous informé par la gendarmerie que nous médiateurs à la préfecture qui est pour venir et M. Raymond Sorez qui est désigné comme médiateur et M. Raymond Sorez il pas arrive à joindre maire commune Capester. Nous avons posé la question est-ce qu'il est absent effectivement une collectivité là et là on a fait choix de demander population de voter bah ou là où aujourd'hui jour pour répondre à besoin pour permettre la cantine fonctionner pour permettre que l'école fonctionne et pour répondre que les services fonctionnent. Nous avons appelé que la mairie ouverte. Autre mobilisation, celle des agents des centres de finances. Ils se sont de nouveau mobilisés ce matin. Cette fois, ils ont bloqué le siège situé à Lamentin. On fait le point avec Karen Diam. Toujours mobilisés pour la création d'emplois, un meilleur accueil des contribuables, l'amélioration des conditions de travail des employés ou encore le respect du dialogue social, les syndicats affiliés aux finances publiques ont ce matin bloqué l'accès au centre du Lamentin. Le directeur là et puis équipage voulait faire nous passer pour des mauvais gouvernements et donc nous décider en toute démocratie puisque nous avons fait partie d'un pays qui est démocratique, même si certains monde, notamment directeur là qui pas respecter la loi, mais nous décider de faire une large consultation. Donc bon matin là nous bloquer le Lamentin et à la suite du blocage nous demander les agents est-ce que nous reprend le dialogue social, même si nous savons que reprendre le dialogue social avec M. Roté, ça qui est difficile. Et nous avons pour preuve, depuis le 17 mai, nous faisons grève. Nous demandons les taux de grévistes, ça c'est juste un papier pour nous, les taux de grévistes dans les services, par catégorie. Et bien jusqu'à aujourd'hui, pas même ça nous panie. Donc, à plus forte raison pour négocier des emplois, des bitins qui ont coûté vraiment cher et qui dépendent en partie à National. Après avoir posé la question à l'ensemble des salariés du centre, c'est un oui majoritaire qui a été retenu, une preuve de la volonté de mettre au plus vite un terme à ce conflit. C'est vrai que dans des mouvements longs comme ça, dans des situations économiques et sociales difficiles, les agents d'une manière générale, même s'il y a des gens qui sont motivés pour aller jusqu'au bout, mais ils veulent quand même tenter une aventure pour voir que si nous sommes sortis dans grève là ça avec des bonnes propositions à la direction, ça que moi personnellement pas qu'à penser, mais nous en tant qu'organisation démocratique nous obligés plier nous à ces agents là. Après une première concertation au centre du Lamentin et une seconde au centre des Abîmes, les agents concertés ont majoritairement souhaité reprendre le dialogue avec la direction. Et la situation est on ne peut plus tendue autour du lycée Schellcher en Martinique. Après l'annonce hier d'un déménagement de la communauté scolaire dans un autre établissement, celui d'Acajou, situé dans la commune de Lamentin, les élèves et les enseignants du lycée se sont mobilisés. Ils refusent d'accueillir les élèves de Schellcher. Voyez le reportage de Frédéric Mazy et de Michelet François. Les élèves qui peuvent rentrer chez eux. Question de sécurité, nous leur demandons de rentrer chez eux. Un lycée vide, aucun cours n'est assuré à Acajou 1. L'ensemble des élèves, enseignants et personnels sont devant les grilles. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient laisser leur établissement au profit de la communauté du lycée Schellcher.
C'est une question de déontologie en fait. On a notre lycée, il nous appartient, nous n'avons rien fait pour quitter notre lycée est en bon état. Et parce que leur lycée est en mauvais état et parce que c'est le lycée Shelcher, voilà quoi. On nous prend pour des animaux quoi. On a besoin de la place, sortez, partez. Il n'y a même pas de question pour voulez-vous, c'est partir, sortir. Je suis pour qu'on trouve une solution pour Shelcher, mais pas celle-là. On ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ouais. Pourquoi Shelcher ne reste pas sous Fort-de-France? Pourquoi enlever les élèves de Acajou 1 pour les mettre aux 2? Après une demande express, une délégation est reçue à la préfecture. Objectif, connaître la position de l'État face à ce dossier épineux. Après plus d'1 heure de négociation, la situation n'a pas réellement avancé. On demande que l'hypothèse que Acajou 1 soit expulsé de ses murs et envoyé à Acajou 2 pour faire de la place au personnel, aux élèves du lycée Shelcher, que cette hypothèse soit abandonnée dans tous les scénarios que les responsables vont concevoir. Vendredi midi, aux 3 autorités que je vais vous citer, le président de la CTM, la rectrice et le préfet, qu'ils s'entendent entre eux. Vendredi midi, on veut savoir si l'hypothèse a été rejetée. Seuls les élèves passant des examens pourront accéder demain à l'établissement. À quelques semaines des vacances, le sort du lycée Shelcher est toujours en suspens. Retour en Guadeloupe maintenant, ils ambitionnent de créer une académie du football pour la recherche de jeunes talents comme Lilian Thuram. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Eddy Raboter, vous êtes éducateur sportif et vous serez l'un des éducateurs justement de ce futur centre. Tout d'abord, avant de parler de ce projet ambitieux, je vous propose de regarder avec moi la réaction d'Harry Chalus après l'annonce du rapport du scandale sur le dopage qui touche le peloton guadeloupéen. J'ai appris la nouvelle comme toute la population, je suis vraiment consterné. Ce que je demande, c'est que les dirigeants du sport puissent prendre toutes les mesures de manière à pouvoir régler ce problème, éviter que ça ne s'amplifie. Après ce que nous avons vécu par le passé concernant des trafics d'ampoules au niveau national, même au niveau de la Guadeloupe, je suis vraiment étonné que ça puisse encore perdurer. Donc je demande aux dirigeants, le sportif que je suis, l'éducateur que je suis, s'est battu, s'est entraîné tous les jours, tous les matins pour pouvoir disputer des matchs de football, pour pouvoir combattre d'autres clubs avec des amis, mais vraiment dans le duel physique, sans prendre de médicaments. Aujourd'hui, j'entends parler de cela, je dis que c'est inadmissible, car on ne peut pas se rendre compte comment ça peut agir sur la santé même du sportif. Donc je demanderai aux responsables, aux autorités, de prendre toutes les mesures de manière à éclaircir cette affaire. Le président de la région, Eddy Raboter, ne cache pas sa colère. Quelle est votre réaction en tant que sportif? Vous savez, c'est un fléau qui touche le sport depuis un bon moment. Ça ternit l'image des jeunes Guadeloupéens qui arrivent. Surtout les jeunes, quand ils vont voir ça, ça va être catastrophique. Donc je pense que les instances vont faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire justice et pour pouvoir sévir. Et réhabiliter peut-être l'image du cyclisme guadeloupéen. Surtout. Vous êtes sur le point de concrétiser un projet ambitieux dans le domaine du football, créer une académie du football à l'instar de celle qui existe déjà au Brésil ou en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ce soir? Justement, c'est suite au déplacement dans l'Hexagone, l'Europe, le Brésil, bien récemment les États-Unis. Donc on s'est rendu compte que nos gamins ils commençaient trop tard tout ce qui était l'efficacité du football. Donc, pour entrer en centre de formation, ils leur demandent beaucoup. Donc, si nous, on les prend trop tard, ils ne vont pas y arriver. C'est pour cela que nous avons créé le Caribbean Football Academy. On va les préparer 2 ans avant l'entrée au pôle espoir. Ce n'est surtout pas de la concurrence au pôle. Okay? C'est juste une manière de les préparer. Ensuite, ils vont faire 2 ans au pôle, s'ils ont la chance d'y entrer. Et ensuite, s'ils n'ont pas eu la chance d'être en centre de formation, eh bien, on va les récupérer parce que aussi, on va créer une section U17. D'accord. Comment sera formée l'équipe d'encadrants? C'est important. Alors, il y aura un éducateur de l'Hexagone, un ex-professionnel, qui est diplômé de DEF et qui est aussi formateur. Il y aura aussi 3 éducateurs locaux, dont à la personne de M. Corval Jean-Claude et moi-même et M. Vénugène. Il y aura aussi 2 jeunes éducateurs en formation pour devenir entraîneurs de football. Alors, je crois que le projet est en train de se concrétiser. L'école devrait ouvrir ses portes au mois de septembre à Grand-Camp, aux Abîmes. Comment a-t-elle été financée, cette école? Alors, cette école, si vous voulez, c'est un partenariat avec le rectorat. Donc, on a l'affiliation avec le collège Carnot,
où les enfants iront à l'école le matin et sport l'après-midi. Ensuite, il y a les partenaires privés et bien sûr l'État. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui vont intégrer cette école. Il y aura également une participation des parents d'élèves? Bien sûr, comme dans tout club ou dans toute association, dans toute académie, il y a une participation parentale, bien sûr, lors de l'inscription, qui sera peut-être mensuelle ou annuelle. Ensuite, ces enfants, ils vont manger à la cantine du collège. Ils seront récupérés à partir de 14h30 au collège. Ils seront véhiculés par minibus au stade où ils vont faire les entraînements. Les frais d'inscription seront élevés? Qui pourra s'inscrire dans cette école? C'est tout venant, puisqu'il y a une détection qui sera faite ce samedi 28 à la Plaine Gancan à partir de 8h30. Donc les enfants qui n'ont jamais joué au foot peuvent venir. On leur demande tout simplement de venir avec une pièce d'identité et un certificat médical, bien sûr. Et ceux qui sont déjà en club, ils viennent avec la photocopie de la licence. L'idée, c'est de dire que la Guadeloupe est également un gigantesque réservoir de talents, que se cachent plein de Lilian Thuram. On en a beaucoup, mais si on ne travaille pas, on ne peut pas réussir. Vous parliez tout à l'heure justement qu'il n'y a pas de concurrence avec le CREPS, mais votre objectif est quand même de former des jeunes talents pour justement les vendre aux grands clubs. Vous visez aussi les clubs internationaux, je suppose. Bien sûr, puisqu'il faut savoir qu'au CREPS, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Il n'y a pas assez de place. Donc c'est normal que nous, à côté, on puisse faire quelque chose, mais sans être en concurrence, bien sûr. Être en parallèle avec eux, être en collaboration. Ceux qui ne peuvent pas entrer chez eux resteront chez nous. Et à la fin, on va en sortir beaucoup plus. Et quelle est l'intervention de la Ligue de football française dans cette académie? Parce qu'elle est maître du football. Hein. Alors voilà, donc nous avons juste eu une affiliation au niveau de la Ligue, puisque le week-end aussi, nous participerons au championnat qu'organise la Ligue de football. Quel regard qu'elle aura justement sur ce qui sera fait? Comme toute fédération, elle sera là pour nous donner toutes les directives au niveau international. Où en est en ce moment la structure? À quel stade êtes-vous? Là, on est en pleine phase de préparation. Tout ce qui est administratif, c'est bon. Donc là, on est en train de mettre en place tout le côté technique. Merci Eddy Raboteur d'avoir répondu à nos questions ce soir. Une nouvelle étape vient d'être franchie en matière d'égalité d'accès à une offre alimentaire de qualité dans les Outre-mer. Suite à la loi Lurel, un arrêté publié au journal officiel permet désormais de fixer pour les produits locaux une teneur maximale en sucre pour les denrées alimentaires. Trouvez-vous qu'il y a trop de sucre dans les yaourts et nos produits locaux? Linda Kayarsi a recueilli vos avis. On vous écoute. J'ai remarqué que dans les yaourts sont moins sucrés maintenant. Et même les jus, parce qu'avant il y avait beaucoup de sucre, c'était très sucré et là j'ai remarqué qu'ils ont vraiment diminué même. Ça dépend des yaourts et des boissons. Et les boissons gazeuses sont plus sucrées que les boissons locales. Et donc, par exemple, vous privilégiez quoi comme boisson ou yaourt pour éviter un petit peu ce trop-plein de sucre? Enfin, je consomme un peu de tout, mais bon, le plus souvent, je bois de l'eau. Je pense que oui. Oui, surtout dans les boissons gazeuses. Enfin, dans tout en général, même s'ils disent qu'ils diminuent sur le sucre, en contrepartie, c'est peut-être plus de produits chimiques qui sont néfastes pour notre santé. Beaucoup de sucre, les boissons aussi, les yaourts, beaucoup de sucre. Est-ce que vous faites attention, par exemple, quand vous achetez une boisson ou au contraire un yaourt sur le taux de sucre? Oui, beaucoup. Je suis très pointu là-dessus. Et parce que pour la santé après, c'est pas trop évident. Bon, comme je vous disais, il y a des boissons qui sont sucrées, il y en a qui le sont moins. Et les yaourts, je ne peux pas vous dire vraiment, puisque je n'aime pas tous les yaourts. Je mange une catégorie, c'est bon, c'est un taux de sucre qui me convient. Ça dépend des marques, il y en a certains oui, mais bon, on fait attention. Et vous, monsieur? On fait attention à ce qu'on boit. Plutôt de l'eau. Sinon, des boissons, c'est vrai, plutôt du genre du asti, du thé. Parce que c'est vrai qu'il y a des boissons vraiment trop sucrées. Bien sûr, en regardant les gens, vous voyez l'obésité qu'il y a sur les enfants et voilà. Alors que ça se voit Vous faites physiquement. attention dans vos choix de boissons ou yaourt? Le fait que je fais beaucoup de sport, alors je peux manger ce que je veux. Alors ça m'arrange de... Ouais, mais c'est trop sucré. Effectivement, c'est une réalité. Dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre les hépatites, l'association SOS Hépatite Guadeloupe Vivre 2 fois
a installé un stand d'information dans le hall du centre hospitalier de Basse-Terre. Une infection qui touche près de 10 000 personnes. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Bernard Lutzin est hépatant. Atteint d'hépatite C, dépisté en 2014 et contracté en 1980 lors d'une transfusion sanguine pour traiter sa leucémie. Il mettait enfin un diagnostic sur un état de fatigue chronique et une humeur en dents de scie. Pour moi, c'était inconnu, VHC. On me dit VHC, je ne le connais pas du tout. Et comment avez-vous vécu avec ça? C'était assez difficile. Bon, il y avait un traitement à faire, donc j'ai fait. Ça s'est très bien passé. C'est un traitement sur 3 mois, donc ça s'est très bien passé. Donc pour l'instant, je vous dis, ça va. Il a donc bénéficié du traitement médicamenteux lourd mais très efficace. Il n'était prescrit jusqu'il n'y a pas si longtemps qu'aux hépatants en stade avancé, car très cher, 50 000 € par malade. L'hépatite B ou C est une inflammation des cellules du foie. L'infection d'origine virale peut être une cause majeure de cirrhose et de cancer primitif. L'hépatite B, infection aussi potentiellement mortelle, dispose d'un vaccin depuis 1982, efficace à 95% dans la prévention de l'infection. Malheureusement, une peur persiste sur l'effet indésirable de ce vaccin. Le fait de se faire vacciner contre l'hépatite B ne provoque pas la sclérose en plaques. Donc il n'y a aucun risque à se faire vacciner. Mais toutes les études scientifiques, toutes les enquêtes qui ont été conduites n'ont relevé aucune corrélation avec le déclenchement de cette maladie. Beaucoup de gens ne savent pas que le fait d'avoir une hépatite B, ça peut conduire à une cirrhose ou à un cancer. Donc on peut en mourir. Donc c'est un petit peu dommage. Et aussi on peut transmettre. Il y a des gestes anodins qu'on fait dans la vie courante, comme prêter son rasoir ou prêter sa brosse à dents. Si on est infecté, on va infecter involontairement l'autre. Bernard Lutzin lutte aux côtés d'autres malades au sein de l'association Vivre 2 fois pour sensibiliser la population et l'inciter, à travers son témoignage, au dépistage précoce. Non, on doit faire attention à tout ce qu'on fait, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, ne serait-ce que, je dirais, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de la manière dont on vit, souvent. Donc ici, effectivement, on est aux Antilles, donc on fête beaucoup, mais l'alcool, le foie ne supporte pas du tout l'alcool. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont peut-être porteurs, ils ne le savent pas. Donc c'est sensibiliser tout le monde pour qu'ils puissent se retourner vers leur médecin pour faire un dépistage, ou si on se sent fatigué, on sent que le corps ne réagit pas normalement, de pouvoir effectivement être dépisté pour savoir qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on est hépatant, donc, si on n'est pas soigné, donc, ça peut être effectivement le cancer du foie. Et le cancer du foie, donc, on a quand même une possibilité de se faire transplanter, mais il vaut mieux éviter d'arriver jusque-là. Le problème avec certaines hépatites, c'est qu'elles peuvent être asymptomatiques. On peut être porteur sans le savoir et donc transmettre le virus par la salive, sexuellement ou l'usage de piqûres non stérilisées. Se vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger les autres, surtout les plus fragiles. Restez avec nous. Dans un instant, vous saurez tout sur la fille Zali, cousine de la Méduse, qui débarque sur nos plages. Et puis vous découvrirez également la comédie musicale des lycéens du Jardin d'Essai, conçue spécialement pour la manifestation Fort en famille. Et depuis plusieurs années, la Guadeloupe subit les invasions des algues brunes sur son littoral. Aux conséquences environnementales s'ajoutent les répercussions économiques pour les entreprises locales. Pour leur donner un coup de pouce, l'État, la région et la CCI ont mis en place un plan d'action. Il était présenté ce matin à l'espace régional du Rézé. Reportage Isabelle Hameau, Linda Kayarsi. Après les collectivités, c'est au tour des entreprises victimes de l'invasion des algues sargasses de bénéficier de plusieurs aides. Si l'État soutiendra l'exploitation à travers des mesures d'exonération pour les dettes sociales et fiscales, la région, elle, se concentrera sur la partie investissement. Il y a l'aide aussi à maintenir l'activité de 40% sur une aide de 80 000 € qui avoisine les 32 000 €. Il y a le CICE qui peuvent émarger sur le CICE. Et aujourd'hui, la BPI qui peut aussi accorder des aides. Il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui qui permettront aux entreprises de pouvoir respirer. Depuis 2014, certaines entreprises ont été confrontées à d'importantes difficultés financières. Pour celles qui relèvent du secteur touristique, la perte d'activité est aussi liée à la pollution des algues sur les plages et à l'odeur nauséabonde qu'elles dégagent.
Si l'attention a été portée majoritairement sur Marie-Galante ou les Saintes, du côté de la Désirade, c'est le chaos et les entrepreneurs se sentent délaissés. Je souhaite que la Désirade soit prise en compte, c'est-à-dire que nous envoie une personne spécifique pour la Désirade, de façon à nous apporter, nous, les commerçants de Désirade, les informations nécessaires et de façon que nous puissions, qu'ils puissent nous accompagner, nous aider à monter des dossiers afin d'obtenir des aides comme à Marie-Galante par exemple. On a l'impression qu'on n'est pas oublié mais négligé. Plusieurs missions de terrain ont été effectuées pour analyser les problèmes que rencontrent les entrepreneurs. Des aides ont été recensées par la région et l'État pour être mises à leur disposition. On s'est aperçu que ces aides n'étaient pas suffisamment connues, qu'elles n'étaient pas suffisamment sollicitées par les chefs d'entreprise. Alors, nous avons décidé de prendre le devant, de nous organiser pour vraiment aller vers les chefs d'entreprise, leur proposer tout ce panel d'aides correspondant je dirais, aux difficultés qui pouvaient se présenter à eux. Et on a mis en place un groupe opérationnel et établi des contacts qui vont permettre aux chefs d'entreprise vraiment de solliciter l'ensemble des partenaires facilement, rapidement et d'être, je dirais, accompagnés. Ce sont pas loin de 400 entreprises impactées par les sargasses qui seront accompagnées pour assurer la pérennité de leur activité et le maintien des emplois. Il vient de loin, du Mali, pour rendre hommage aux ancêtres esclaves. Doumbi Fakoli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité africaine. Vous avez été invité par l'Institut Annie Jart dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, avec un objectif, celui de réhabiliter la spiritualité africaine. Qu'est-ce que la religion négro-africaine? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, je commencerai par dire que la religion, c'est un faux mot, un mot usurpateur qui s'approprie des réalités qui ont existé avant qu'ils ne soient inventées. Ces réalités sont résumées par la tradition, tout simplement. Tous les peuples ont leur tradition. Il n'y a pas de tradition universelle. Donc nous, c'est pour expliquer que la première tradition qui a été élaborée, donc la première vision du monde qui a existé, c'est la vision du monde qui a été créée par les filles aînées et les fils aînés de Dieu qui sont notre peuple. Donc nous avons la première vision du monde qui a été créée au monde et qui continue d'inspirer et qui a inspiré, qui continue d'inspirer les autres traditions. À quoi ressemble cette spiritualité? Cette spiritualité se résume en quelques mots. Dieu est androgyne, Dieu est fluide universel. La femme et l'homme sont complémentaires, indispensablement complémentaires. Pas égalité, mais indispensablement complémentaires. L'écologie est sacrée. On honore les ancêtres. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour honorer nos ancêtres qui ont été arrachés de la terre africaine pour venir passer des milliers d'années de souffrance ici. C'est un hommage aux ancêtres, mais c'est également l'occasion pour vous finalement d'éduquer les Antillais? Tout à fait, de leur faire comprendre que contrairement à ce qu'on leur a dit, la véritable religion, si on peut utiliser la religion, puisque c'est ce à quoi les gens sont habitués, la véritable religion, c'est la religion créée par les ancêtres avant tous les autres ancêtres. Et que c'est cette religion-là qui a inspiré toutes les autres religions, qu'elle a toujours été imitée, qu'elle n'a jamais été égalée. Et nous leur expliquons pourquoi. Comme je l'ai dit, l'égalité, la complémentarité entre la femme et l'homme, parce que Dieu lui-même, qu'on appelle mère-père primordial, lui-même est androgyne. Mais vous ne m'avez toujours pas expliqué en quoi elle consiste, à quoi elle ressemble, en quoi elle se différencie, par exemple, de la chrétienté. Non, mais c'est très différent, parce que nous, on n'a pas un prophète. Dieu n'a pas envoyé un prophète chez nous, parce que Dieu n'envoie personne. Dieu n'est pas visible. Dieu est insondable et inconnaissable, donc il n'envoie personne. Et par ailleurs, s'il devait envoyer un prophète, forcément, il commencerait par notre peuple. Donc la différence fondamentale entre le christianisme, l'islam et notre tradition, c'est qu'il n'y a pas de prophète. C'est que l'accès au paradis est une affaire personnelle, c'est un travail de soi sur soi. Il n'y a pas d'intercesseur pour arriver au paradis. Et en quoi c'est important finalement pour les Antillais que de s'approprier cette spiritualité, selon vous? Bon, c'est important parce qu'on a toujours fait comprendre que leurs ancêtres n'ont jamais rien inventé. Alors leurs ancêtres ont tracé la route sur laquelle ou dans laquelle se sont engagés tous les autres peuples. Donc c'est important qu'ils sachent qu'ils aient confiance en eux,
qu'ils sachent qu'en se reconnectant à leur tradition africaine, ils feront comme tous les autres. Tout le monde sait que le monde invisible et le monde visible sont intrinsèquement liés. Donc on ne peut rien faire dans ce monde visible sans le monde invisible. Tous les peuples adorent leurs ancêtres. Il faut qu'eux aussi, ils vénèrent leurs ancêtres. Alors, vous vous définissez comme un disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Quel regard portez-vous sur cette période de l'esclavage? Mais c'est un regard effectivement foncièrement critique parce que chez nous, dans l'Afrique traditionnelle, il n'y a jamais existé de prison. Il n'y a jamais existé de peine de mort parce qu'on n'emprisonne pas Dieu. Il n'a jamais existé l'esclavage chez nous. Chez nous, ce qui a existé, c'est la captivité. Et la captivité est seulement le sort des guerriers. Et certains rois, d'ailleurs, utilisaient les guerriers pour garder leur trésor ou pour leur confier des contingents entiers de leur armée. Il y a un esclave ou un captif plutôt impérial qui s'appelait Sakura, qui a été empereur du Mali. Donc ça prouve qu'il y a une différence fondamentale entre esclavage et captivité. Nous ne connaissons pas l'esclavage, mais la captivité, nous connaissons. Il y a un sujet qui est encore tabou aux Antilles et encore davantage en Afrique, c'est celle de la responsabilité de certains Africains dans la traite des Noirs. Quelle est votre position sur le sujet? Certains rejettent la responsabilité de l'Afrique vis-à-vis de ce drame historique et d'autres l'acceptent. Vous, quelle est votre position? Je viens de dire qu'en Afrique, il n'y a jamais eu d'esclavage, mais la captivité. Ceux qui, par la suite, sont convertis à l'islam ou sont convertis dans le catholicisme, les roitelets, ceux-là, effectivement, participent à la traite. On ne peut pas le nier. Mais c'est une minorité et c'est étranger à la tradition africaine. Il a fallu justement ces fameux guerriers africains pour capturer leurs frères, pour les donner aux Blancs, j'ai envie de dire. Non, ils n'ont pas... C'est indéniable, on ne peut pas revenir là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une minorité de roitelets africains qui sont convertis à l'islam, qui sont convertis au christianisme, donc qui ont tourné déjà le dos à leur tradition. Ce sont les traîtres. Pour nous, ce sont des traîtres. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Donc c'est ça qu'il faut aussi dire à nos enfants antillais qui croient qu'effectivement l'Afrique a pratiqué l'esclavage. Jamais. Par ailleurs, les gens oublient de parler des résistances en Afrique. Il n'y a jamais eu d'esclavage. Les Africains ne sont pas restés les bras croisés en laissant leurs frères partir. Je vais vous donner l'exemple d'un grand souverain qui s'appelle Soumaoro Kanté. Ce souverain-là tendait des pièges aux colons d'esclaves qui traversaient le Sahara. Quand il attrapait les esclavagistes, il en laissait un seul en vie. Les autres, il les attachait par fagot de 3 ou de 4. Il mettait du beurre de qualité sur eux et il mettait de feu pour que celui qui est témoin aille raconter ce qu'on fait aux esclavagistes. Dombie Fakoli, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Attention, si vous allez à la plage, la physalie est dans nos eaux. Cet organisme qui ressemble à une méduse colorée est un réel danger pour l'homme. Elle peut même provoquer la mort. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Cette étrange forme violette est une cousine éloignée de la méduse, une physalie, un des premiers spécimens de la saison repérés sur la plage de la Caravelle à Sainte-Anne. Actuellement, on serait sur 4 ou 5 signalements depuis le 3 mai, sachant que le 3 mai, on n'est pas vraiment sûr que ce soit une brûlure de physalie qui a été enregistrée sur un surfeur à Port-Louis et que, effectivement, souvent les gens ne savent pas ce que c'est et justement vont s'en approcher parce que ça ressemble à quelque chose un peu d'inconnu. Et c'est là où, effectivement, il ne faut pas s'en approcher et pas le toucher. Surtout ne pas toucher car le venin de la physalie provoque des douleurs musculaires intenses, des gènes respiratoires, des défaillances rénales. Elle peut même déboucher dans certains cas sur la mort. Alors on a 10% des cas qui sont graves, ou là qui vont nécessiter une hospitalisation vraiment en urgence, mais ça c'est parce que la personne à la base est déjà sensible, a une sensibilité propre. Quelqu'un de normal qui est en bonne santé, qui n'a pas d'allergie, va avoir des douleurs très douloureuses, peut avoir une accélération du pouls cardiaque, des tremblements, des sueurs froides, de la fièvre, éventuellement tomber dans les pommes. Là on commence à tomber dans des cas plus graves. Et après quelqu'un qui est allergique, comme une petite qui serait allergique à une abeille ou à n'importe quoi, va faire une réaction qui va être disproportionnée. Et effectivement, ça peut entraîner la mort dans des cas extrêmement rares. Il est bien évident que si la personne a vraiment commencé à tomber dans les pommes ou des choses comme ça, on appelle les pompiers, on va au CHU directement. De la famille des siphonophores, la galère portugaise possède un flotteur avec des filaments longs de 5 à 40 mètres. Ce qui se passe souvent, c'est que les filaments qui sont sous l'eau sont fragiles en fait, et c'est là où il y a le venin, le côté urticant. Ces filaments souvent se cassent en petits morceaux sous l'effet des vagues ou dans les coraux.
Et on va se retrouver dans l'eau avec des petits morceaux de filament. C'est ce qu'on appelle souvent dans l'eau, quand on se baigne ici, les brûlants. On dit « Ah, je me suis fait brûler, il devait y avoir un petit brûlant dans l'eau ». Prudence alors, dans l'eau comme sur la plage, car même morte, celle qu'on appelle aussi vessie de mer continue d'être urticante. Si on se fait piquer, donc on rince à l'eau de mer la partie qui a été touchée. On évite de frotter avec les mains. Donc on rince à l'eau de mer, on passe de l'eau de mer dessus et éventuellement du sable sec, voilà, qui va permettre d'enlever les petits cristaux en fait, qui se sont mis sur la peau. Une fois qu'on a mis le sable sec, on peut gratter avec une carte de crédit, avec le bord d'une carte de crédit pour enlever le sable et normalement ça devrait enlever la plupart des filaments. La physalie ou galère portugaise vit dans les mers chaudes. Elle arrive sur nos plages avec la montée de la température des eaux, un phénomène qui pourrait s'accentuer avec le réchauffement climatique. Il ne leur reste plus que quelques jours avant de faire leur choix. Les lycéens doivent se conformer à la procédure d'admission post-bac, le portail sur lequel ils doivent indiquer leur souhait de formation par ordre de préférence. Passé mardi minuit, il ne sera plus possible de retourner en arrière. On regarde le reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. Tous ceux qui souhaitent intégrer une première année d'études supérieures, université, prépa, BTS ou encore DUT doivent y passer. La procédure admission post-bac est obligatoire pour les lycéens en terminale, anciens bacheliers ou titulaires d'un diplôme équivalent. Il reste 6 jours pour le classement des vœux. Passé mardi minuit, il sera trop tard. Cette année, on a 3000 élèves de terminale qui sont concernés par admission post-bac. Alors, ces élèves vont sur le portail admission post-bac ou APB sur Internet. Tout se passe par Internet maintenant. Ils sélectionnent différentes formations qui les intéressent, qui sont en rapport avec leur projet professionnel et ils font des demandes. En moyenne, les lycéens font 6 vœux. Le classement des vœux est une étape essentielle pour la poursuite du processus d'admission. Ces lycéens l'ont bien compris. Ils ont arrêté leur choix depuis plusieurs semaines. J'étais déjà fixé depuis l'année dernière, donc c'était juste faire les demandes. Et oui, je pense que c'est un site qui permet d'avoir beaucoup de choix, et donc je pense que tout le monde peut trouver son choix dessus. Je suis plus orientée vers des DUT, technico-commercialisation, d'organisation, les DUT de publicité, les DUT pour la gestion des organisations. Un UT ici et il y avait ce que je voulais, donc voilà, j'ai mis ça. Moi j'ai mis une prépa commerciale et voilà pour faire mes études, faire une étude de commerce plus tard. Faire un BTS SP3S des secteurs de prestations sanitaires et sociales. Pour éviter toute déconvenue, il convient de respecter le calendrier d'inscription à la procédure admission post-bac. Tous ceux qui sont passés par l'inscription ont jusqu'au 31 mai pour classer leurs vœux, puisque les vœux doivent être classés par ordre de préférence. Et les élèves, les candidats qui ont raté cette phase d'inscription pourront participer à la procédure complémentaire qui commence le 24 juin. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas forcément le premier vœu qui sera accepté. Souvent, il y a des formations qui sont sélectives et le dossier sera étudié et en fonction des capacités d'accueil et du dossier du candidat, une place sera proposée ou pas sur le premier vœu. À noter, certains établissements sont exclus du système admission post-bac, comme les écoles du social, du paramédical, écoles d'ingénieurs ou de commerce. Et la manifestation Fort Enfants Mis a débuté aujourd'hui. Ce matin, les élèves du lycée Jardin d'Essai étaient invités à réaliser une comédie musicale tirée de l'histoire vraie d'un esclave. Isabelle Amo et Linda Kayarsi étaient également au spectacle. C'est l'histoire de Bonnie, une esclave arrivée en Guadeloupe dans les années 1700. Elle a été capturée dans son village au Sénégal. Bonnie est descendante d'esclaves sans le savoir. Mais la réalité la rattrapera. Une histoire vécue en 1794 pendant la première révolution des esclaves qui aidait les troupes de Victor Hugues à chasser les Anglais des terres guadeloupéennes. C'est l'histoire de 3 continents, de 3 espaces géographiques que nous racontons et de manière moins cruelle que cette abomination que l'on a appelée le commerce triangulaire. C'est une culture triangulaire que nous avons mis en place et que les élèves
se sont appropriés pour mieux dire que le passé, oui, ça compte. On a besoin du passé pour mieux se construire et mieux se comprendre, nonobstant tous ceux qui disent l'esclavage, il y en a marre, etc. Les lycéens du Jardin d'Essai ont été encadrés par Raymond Thorin pour réaliser ce tableau. Parmi eux, certains ignoraient leur talent pour la danse. Pour Tracy, personnage principal de la comédie musicale, s'exposer au public lui permet de se faire connaître. C'était très important pour moi. Il faut avouer que j'avais très peur, par exemple de casser ma voix, tout ça. Ça m'a permis aussi de me faire connaître, on va dire. Comme j'ai envie de faire une carrière dans tout ce qui est artistique, comédienne ou chanteuse, donc ça me permet de me faire connaître un petit peu. Au début, on a eu un peu le trac, enfin on se disait que ça allait être un petit peu dur. Puis au final, c'était bien et bon, moi ça m'a donné des frissons, personnellement. Je ne sais pas pour les autres, mais voilà. Moi, je trouve que ça a été une expérience très enrichissante dans le monde du spectacle parce que voilà, c'était la première fois qu'on faisait une comédie musicale. Et c'est vrai qu'au début, à chaque fois de monter sur scène, comme tout artiste, on a le trac, mais après, une fois arrivé sur scène, on se lâche. La difficulté, en fait, c'est de chanter en dansant parce qu'il faut prendre le souffle. Donc c'est pour ça que Madame Yann Marais nous a été d'une grande aide. Elle nous a appris à respirer, à utiliser notre voix. Nos corps pour notre voix. Voilà. C'était magique, on va dire. Des lycéens de Nantes, du Sénégal et du Suriname étaient présents. Le projet est né d'une rencontre lors d'un colloque sur l'esclavage. L'idée est d'échanger culturellement à partir d'une thématique commune, celle du patrimoine de l'esclavage. C'est aussi une façon de travailler sur l'histoire et puis de montrer aux jeunes la différence entre histoire et mémoire, parce que c'est vrai que nous, parfois en tant qu'adultes, on a des problèmes avec cette mémoire. C'est parfois douloureux, mais chez les jeunes, il n'y a aucun problème et ça, on s'en rend compte. C'est une classe multiethnique, multiculturelle, où on a des enfants de la métropole, on a des enfants qui ont des origines esclaves, on a des enfants de béquets, de blancs pays, et ça ne pose aucun problème. Comme quoi, c'est cette Guadeloupe-là qu'on aimerait montrer, c'est une Guadeloupe unie autour de son patrimoine, et un patrimoine en plus qui a une valeur économique parce qu'on peut en faire quelque chose sur le plan touristique. Les élèves seront en prestation vendredi soir au Mémorial Act, dans un cadre propice au thème où la mémoire restera encore éveillée. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Il y aura des travaux sur le pont de la Gabarre du 25 au 26 mai en direction du Gosier à partir dans les deux sens, la voie de gauche neutralisée. Il faudra respecter les restrictions de circulation qui seront mises en place. Et puis une marche blanche pour Romaine Rosette Lamaille, décédée sur la route le 13 février 2016. Une marche blanche sera organisée samedi 28 mai à 9h au départ devant la mairie de Baïf. Il vous est demandé de vous munir d'un t-shirt blanc. C'est la fin de cette édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.